Monsieur Ali Bey Nasri, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Alors, l'Algérie est libre, il le demeurera, une déclaration du président de la République qui redirige les actions vers un redéploiement offensif de notre économie. Il a doublé la mise en matière d'exportation, de 7 on passe à 13 milliards de dollars. C'est un objectif qui est à notre portée aujourd'hui, monsieur Ali Bey Nasri, vous qui connaissez très bien l'exportation. Très bien. D'abord, pour le président de la République, c'est des mots chocs qui ont fait chaud au cœur des Algériens et des Algériennes. C'est notre fierté. Donc, on est très ému. On a vraiment les larmes aux yeux quand on écoute ça. Concernant donc l'exportation, donc les principaux agrégats donc du commerce extérieur, il faut le citer. Donc on est passé donc d'un déficit de près de 11 milliards de dollars en 2020 dans la balance commerciale. On est passé donc à c'est-à-dire moins 11 milliards. On est passé à 1,6 de positif en 2021 et un excédent record de 20 milliards de dollars en 2022. Concernant la balance commerciale, elle était donc déficitaire. Hein, et actuellement, si je passe au niveau du taux de couverture, le taux de couverture import-export est passé de 8 mois en 2020 à 1 année en 2021 et à 18 mois en 2022. C'est-à-dire, les recettes nous permettent de couvrir 18 mois d'importation en 2022. Les 4 premiers mois donc, de 2023, le ministre du Commerce a annoncé un positif de 3 milliards 500 millions de dollars d'excédent. Ça, c'est extrêmement positif. Concernant l'objectif donc du président de la République, c'est un objectif donc qui a été fixé, qui est très, je qualifierais de très ambitieux, parce que doubler en une année les exportations hors hydrocarbures, c'est un challenge. Pour le monde de l'export, ça reste un objectif à atteindre. Il faut réunir les conditions pour cela. Je pense que les ministères concernés travaillent dans ce sens, mais ce que je voudrais dire, c'est que si on a réalisé 6 milliards 600 millions de dollars en 2022, c'est dû à plusieurs facteurs. Il faut savoir aussi que les principaux produits, les produits lourds, le top 5 que les douaniers appellent le top 5 à l'export, c'est encore une gamme très petite, puisque 5 produits représentent 82% de nos exportations. Nous avons en tête les fertilisants. En second lieu, c'est les solvants, le nafta. En troisième lieu, c'est les produits sidérurgiques. En quatrième lieu, c'est les ciments. Donc, quel est le potentiel donc pour 2023 de ces produits-là qui pèsent lourd, et quelles seraient éventuellement les pistes à voir ou en quelque sorte à encourager pour qu'on fasse plus. Je citerai le cas du ciment, si vous voulez. Pour le ciment, nous avons actuellement, nous exportons à peu près l'équivalent de 8 millions, de 9 millions de tonnes de ciment annuellement. Nous avons une capacité, un potentiel très important qui peut atteindre jusqu'à 15 ou 16 millions d'exportation. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que les capacités de chargement actuellement, nos ports ne sont pas prêts à prendre en charge ce volume-là. Et les gens du secteur ont demandé à ce qu'il y ait ce qu'on appelle des chip loaders, des capacités d'améliorer les capacités de chargement et de stockage. Alors pour atteindre cet objectif, il faut suivre l'exemple des pays qui ont réussi dans ce domaine-là. Il faut être à la hauteur de notre volonté d'adhésion aux BRICS. Les BRICS, c'est les forces émergentes aujourd'hui, dont la croissance est en train de dépasser celle des pays du G7. Il faut suivre cet exemple-là, monsieur Ali Bey Nasri, puisqu'on a vu que la Russie est devenue leader dans le domaine de l'exportation en très peu de temps, en 20 ans pratiquement. Vous avez aussi le Brésil qui est en train aussi d'investir l'Amérique latine et l'Amérique, et vous avez aussi d'autres pays comme l'Afrique du Sud et également l'Inde, monsieur Ali Bey Nasri. Bien sûr, quand on examine les pays qui sont dans les BRICS, on peut tirer une leçon, c'est que c'est des pays qui sont leaders dans certaines filières. La Chine actuellement... La guerre entre les États-Unis et la Chine, on est un exemple. C'est le tampon du monde actuellement. La Chine
c'est elle qui détient en quelque sorte les clés de l'économie mondiale. Si elle est en récession, le dollar chute. Si elle est en croissance, l'économie mondiale démarre. Donc, c'est des poids lourds au niveau économique et commercial mondial qui sont intéressants. Je citerai le Brésil, qui est un grand pays agricole, l'Inde, et tout ça donc concourt à ce que la démondialisation, si j'ose employer ce terme, la démondialisation actuellement se dessine, elle se renforce, parce que elle se renforce comment? Avec l'intégration justement de pays, bien sûr, qui obéissent aux conditions d'entrée au BRICS et qui vont élargir la force économique du deuxième pôle, ce que j'appelle le deuxième pôle, après le pôle qui a toujours existé depuis toujours, c'est du moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui est le pôle donc occidental tel qu'on l'a connu, États-Unis en tête. Et bien sûr, les pays du BRICS, c'est 30% du PIB mondial. Alors, on a promulgué beaucoup de lois pour favoriser, bien sûr, l'émergence des entreprises de taille, de telle sorte à aller vers l'exportation. Il y a eu aussi des textes pour aller vers la promulgation et booster l'investissement. Il faut aujourd'hui, bien sûr, l'investissement est favorisé par ricochet, l'exportation. Il faut vite promulguer les textes d'application. On prend trop de temps pour promulguer les textes d'application. Monsieur Ali Bey Nasri, sur cette question, c'est important aujourd'hui, puisqu'on a vu que pour le code de l'investissement, sur instruction du président de la République, ça a été promulgué en un temps record. Pour les autres textes, on est toujours en attente. Mais justement, jusqu'à quand le président de la République court pour l'application? Ça ne devrait pas se faire. Généralement, il y a un PM, il y a un Premier ministre, donc il prend en relais donc, les instructions. Je vais vous citer un exemple de non-application. Le président de la République avait insisté, pris conscience du retard, ou du moins donc du décalage entre les lois et les modalités d'application publiées par au journal officiel. Il avait donné instruction au gouvernement de mettre concomitamment et la loi et les modalités d'application. Ça n'a pas été fait. Donc, à qui incombe la faute? Est-ce qu'on est impuissant à le faire? Est-ce qu'on ne mature pas assez bien nos lois? Donc, tout ça aboutit justement à une certaine longueur dans les décisions, et le temps de la publication des lois et le temps de la publication des modalités reste un problème majeur en Algérie. Est-ce que l'administration n'est pas à la mesure de l'application de ces lois? Est-ce qu'elle manque de compétences, l'administration? C'est la question à poser. Est-ce qu'elle a... Parce que nous avons en quelque sorte une certaine lenteur, une léthargie, où moi je pense que c'est beaucoup plus une question d'injection de compétences qui manque au niveau de l'administration algérienne. Il faut accélérer justement la promulgation des textes d'application, Monsieur Ali Bey Nasri, pour dire les choses comme elles sont. C'est clair, on juge un pays justement à la réactivité par rapport aux décisions qu'il prend. Ça a été dit. Et je ne voudrais pas faire dans la redondance quand on dit qu'il faut les modalités d'application accompagnent les lois. Pourquoi ça n'a pas... Et le drame dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Il faudrait donc aller vers les ministères. Qu'est-ce qui vous manque pour élaborer les... Je sais que les administrations peinent à recruter. Il faut qu'ils recrutent, il faut qu'ils se tournent vers l'université. Il y a des ressources humaines, il y a de la compétence, il faut qu'ils la récupèrent et qu'ils l'engagent au niveau des administrations. Alors l'exportation, c'est un métier, c'est un savoir-faire, il faut former en conséquence. Monsieur Ali Bey Nasri, puisqu'aujourd'hui notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire d'ici 10 décembre, c'est-à-dire dans 6 mois, atteindre les 13 milliards de dollars d'exportation, alors qu'on misait sur les 7 milliards de dollars. Oui, mais je vous dis, le président de la République a mis très haut la barre. Je pense que c'est beaucoup plus un objectif à se mobiliser. Former également. Mais former, c'est une nécessité. Aucune entreprise exportatrice ne peut valablement durer à l'étranger si elle n'a pas les compétences pour cela. S'il n'y a pas donc la formation en premier lieu. Qu'est-ce qu'il y a lieu
ou dans quel domaine il faut exactement former, puisque aujourd'hui, nous avons externalisé également les banques. Il faut les accompagner, les suivre également, M. Ali Bey Massanri. Quels sont les métiers qui sont liés à l'exportation pour lesquels il faut impérativement aujourd'hui adapter l'université pour qu'elle puisse former? Adapter l'université à la formation, moi je pense d'abord, on a des grandes écoles de commerce. Nous avons les... Oui, mais on ne parle pas d'exportation dans nos écoles. Oui, mais justement, on avait proposé, moi-même j'avais proposé, pas aujourd'hui. C'est ce qui est déploré. Voilà, j'avais proposé la création justement d'une formation spécialisée à l'exportation en 2011. Qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas. J'avais même proposé à ce qu'il y ait donc il y avait une formation dispensée par la CACI. C'était donc en collaboration avec un pays étranger. C'était la formation de cadre export pendant 18 mois. Malheureusement, elle a été abandonnée. Elle a été abandonnée, on ne sait pas pourquoi. Des cadres export et des juristes également pour accompagner les actions d'arbitrage à l'international. C'est des métiers, c'est un savoir. On n'est pas seul en plus. L'export, c'est 18 métiers. Ça va du logisticien au financier, au juriste, au commercial, au sanitaire, aux conditions d'accès. C'est 18 métiers qui concourent à l'acte d'exportation. Donc, mais en tout état de cause, toute entreprise, les entreprises que je connais actuellement qui sont pérennes et durables sur l'exportation, ils ont des départements et des directions export parce qu'ils y croient. L'export, c'est pas la première année qu'on gagne. C'est la deuxième ou la troisième année, quelquefois, c'est très long. Même sur le long terme. Voilà. Mais ce que je déplore, c'est justement une formation de grande qualité par de grandes écoles de commerce et qui ne sont pas recrutées là où ils devraient l'être, donc des entreprises exportatrices, notamment, donc je pense à celles qui sont donc dans l'agro-industriel actuellement. Donc en clair, l'exportation, c'est pas l'affaire des administrateurs, mais c'est l'affaire aujourd'hui des spécialistes. Effectivement, les administrateurs et l'État doivent construire les conditions d'attractivité et surtout les conditions de compétitivité. Revenir à leur mission régalienne. Régalienne. Et je pense que les outils, donc je pense à l'externalisation des banques, je pense à l'externalisation de la SAFEX, je pense donc justement aux instructions concernant l'amélioration donc de la logistique qui ont été prises en charge. Il reste bien sûr un secteur qui est très très important à mes yeux, si vous voulez qu'on en parle justement concernant l'amélioration. Il faut parler de l'amélioration du contrôle d'échange, la mise en niveau du contrôle d'échange qui reste encore assez donc rigide par rapport donc aux exportateurs, si vous voulez bien. Et bien sûr, malgré la flexibilité qu'a offert la loi sur la loi sur la monnaie et le crédit, on va y revenir dans un moment. Alors quand on parle de métier et de savoir-faire, il faut impérativement aujourd'hui spécialiser les gens dans l'acte d'exportation. C'est impératif. Au niveau des entreprises, il y a quelques cadres qui sont en train d'émerger, mais il faut adapter notre législation en conséquence puisque nous ne sommes pas seuls. On veut aller en Afrique, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a les Américains, il y a les Anglais, il y a les Allemands, il y a les Français, il y a les Chinois, il y a les Turcs, il y a toutes les grandes nations qui sont au niveau du continent. On ne sera pas seuls. Il est clair que l'exportation en Algérie est mise en concurrence et en compétitivité par rapport à tous les autres pays. Ça, c'est clair. Il faut maintenant savoir sur quel métier l'Algérie peut exceller, sur quel métier elle peut être compétitive et sur quelle cible, c'est-à-dire sur quel marché, sur quel continent. Il faut d'abord évaluer nos potentialités et nos forces. Mais absolument. Je pense que la stratégie nationale des exportations, il ne faut jamais l'oublier, je reviens toujours dessus, la SNE a identifié les contraintes et proposé des solutions. Elle est là, je peux dire en jachère, en stand-by, elle n'est pas mise en œuvre. Et c'est vraiment dommage parce que c'est toute l'Algérie concernée par l'aide d'exportation qui a été sollicité, qui a travaillé dessus. Alors l'externalisation des banques, le Sénégal c'est OK, la Mauritanie c'était jeudi, on a eu l'aval des autorités mauritaniennes, il faut commencer déjà à externaliser les autres services également, Monsieur Ali Bey Nasri, pour accompagner les exportateurs, leur donner de la visibilité sur les marchés extérieurs. Absolument, ça c'est clair. C'est le cas de la SAFEX. Le président de la République, quand il s'est adressé au PDG de la SAFEX, M. Zitouni, qui est actuellement le ministre du Commerce et de la Promotion des Exports, lui a parlé justement d'installer une plateforme. À quel but? Donc, quel est donc l'objectif de Elle est en cours, cette plateforme.
Absolument. Je pense que la SAFEX a les compétences nécessaires pour que ce soit dans les délais, c'est-à-dire au plus tard, donc fin du premier semestre 2023. Quel est l'objectif de cette plateforme? C'est de donner de la visibilité et d'avoir une réactivité à la demande locale. Alors, M. Ali Bey Nasri, moi je voudrais revenir avec vous sur les objectifs qu'on se fixe aujourd'hui pour atteindre l'émergence, rejoindre les pays du BRICS. Il faut être compétitif à tout point de vue sur le plan de l'investissement, de l'attractivité, les opportunités qu'offre notre pays et aussi dans le domaine de l'exportation. Le président, il a fixé la barre très haut, 13 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Quels sont les avantages comparatifs qui nous permettent aujourd'hui d'atteindre les 13 milliards de dollars? Qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on sait que, par exemple, dans certaines filières, notamment les filières agricoles, nous sommes en situation d'excédent de production. On prend par exemple pour cette année la pomme de terre, encore une fois, cela fait presque 10 ans que nous sommes en situation d'excédent et nous avons aussi l'ail où cette année la production a été a atteint des niveaux records. Est-ce qu'il faudrait peut-être lever certaines restrictions liées à l'exportation de certains produits alimentaires qui nous permettent aujourd'hui d'investir les marchés mondiaux, puisqu'en Russie on avait exporté de grosses quantités à un moment donné de la pomme de terre, absolument, également de la tomate industrielle et du poivron. Absolument, si on atteint 18 millions, un peu plus de 18 millions de dollars d'exportation vers la Russie, c'est notamment 80%, c'est des produits agricoles. Et c'est notre plus grand marché de date. Absolument, puis c'est un gros pays importateur. Mais moi je suis pas d'accord sur les mesures de suspension dans la méthode. Non pas dans le fond, c'est-à-dire qu'il faut se protéger, il faut bien sûr réguler, comme on veut réguler l'import, il faut réguler l'export. Mais ce n'est pas la suspension. Il faut assurer de la flexibilité, bien sûr, comment, en fonction du contexte adapté. Comment? Moi je propose, ouvrir et fermer. Moi je propose à ce qu'on revienne aux licences d'exportation, la loi 1515. C'est quoi la licence d'exportation? C'est pratiqué par tous les pays. Je vous cite un exemple. Actuellement, j'ai un excédent d'ail. D'après ce que vous dites, on a un excédent d'ail. On n'a pas la transformation qui accompagne. Oui, si on enlève la suspension, on ne pourra jamais maîtriser quel est le volume qui a été exporté. On peut exporter la totalité de ce qui existe. On peut exporter 50%. Mais si on a la licence d'exportation, limiter le quota à l'export. On peut maîtriser le flux et le volume à l'export. C'est-à-dire que l'agriculture, dont c'est la responsabilité concernant la production, la régulation, la connaissance des stocks, peut dire on va libérer pendant le trimestre 40 000 tonnes d'ail. Et là, on va délivrer des licences d'exportation. Il faut que ça soit très souple. Il ne faut pas que ça obéisse donc exactement à la loi 1515. Il faut que ça soit très souple. On délivre et on maîtrise ce qu'on exporte. Donc, je suis pour les licences. Pour tous les produits. Je vous donne, on a un exemple. On avait des produits suspendus à l'exportation et qui ont été donc suspendus. Je dis suspendus, c'est ce qu'on appelle les produits essentiels. Si nous sommes en phase de production, d'augmentation du stock, le marché est régulé, nous avons un excédent. Il faut travailler sur des licences aussi à l'exportation. Je citerai le cas du sucre, on a atteint 400 millions de dollars d'exportation, on a pratiquement diminué par 3 donc la valeur exportée en 2022. Pourquoi se priver si on a justement un excédent à l'export? Tout ce qui concourt à l'exportation, sans toucher aux besoins du marché national, sans toucher à la sécurité alimentaire du pays, est le bienvenu à la condition qu'il ramène de la devise et qu'il emploie des Algériens. Même principe pour les produits subventionnés également, puisqu'on parlait du sucre, c'est un produit qui est soutenu, subventionné, dans le prix plafonné par l'État. À titre de précision, c'est pour certains, c'est-à-dire qu'il est subventionné s'il atteint un niveau de prix. Mais à ma connaissance, le sucre n'a jamais été subventionné. Le prix est plafonné. Exactement. Le prix depuis les événements de 2000. Voilà. Le prix, l'huile et le sucre, les prix sont plafonnés. Bien sûr. Et les pâtes. Ça, c'est clair. C'est l'État qui prend en charge le différentiel. C'est une sorte de subvention indirecte, oui, monsieur. Mais je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est la réalité maintenant, les produits subventionnés, on avait proposé donc l'admission temporelle qui a été appliquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le producteur exportateur ramène lui-même son produit de l'étranger, même si c'est le cas de, je citerai le blé qui doit être importé par l'OASI. L'OASI peut importer et mettre à la disposition des minoteries un prix non subventionné. Et ça,
Il n'y a pas cette réactivité et en Pour quelque les sorte pâtes la gestion alimentaires. pour les pâtes alimentaires. Nous avons une Oui, mais il y a le surcapacité. pouvoir d'achat qui est aujourd'hui devenu un grand Je suis enjeu d'accord. pour la politique. Mais je suis d'accord avec vous. Ce que je dis, il ne faut pas qu'il y ait donc confusion là-dessus. Il n'est pas question de toucher le pouvoir d'achat. C'est inamovible depuis la déclaration du 1er novembre. Il ne s'agit pas de toucher donc à la satisfaction du marché national, ça c'est clair. Mais le reste, quand on a un excédent, quand on sait qu'il a une certaine capacité de production dans les minoteries, pourquoi s'en priver? Ça peut ramener de la devise et ça peut employer des Algériens. Il faut qu'il y ait une souplesse. C'est à l'administration de proposer ces techniques, ou en tout cas de dire, voilà, on va lâcher 100 000 tonnes de pâtes, quel est le bilan? C'est tant de devises. Il faut raisonner en termes de valeur ajoutée. Parce que le blé, il y a une partie qui est donc payée par l'État en devises, et on parle maintenant de valeur ajoutée. Partage de la valeur ajoutée. Et il faut que tout ce qui est 1 euro, il faut aller le chercher et le mettre dans l'objectif d'atteindre 13 milliards de dollars. Il ne faut pas se priver. J'ai estimé l'exportation de ces produits-là à près de 700 millions de dollars. Alors pour l'agriculture, il faut avoir aussi une visibilité. Il faut que le ministère de l'Agriculture et celui du Commerce travaillent en étroite collaboration pour avoir aussi une visibilité sur le niveau de production qui pourrait être avec l'excédent exportable comme c'est l'ail. Par exemple, le premier marché de consommation de l'ail, c'est la Chine. C'est clair. Et on a déjà exporté vers la Chine. Bien sûr, actuellement, il y a des quantités importantes d'ail. Bien sûr, il y a une très forte demande qui s'exerce. Et on a vu le prix, il est très bas actuellement. Et bien sûr. Parce qu'il y a un excédent de production. C'est ça la règle de l'offre et de la demande. Exactement. Dans l'exportation, quand vous exportez de l'ail, vous allez le vendre à un prix qui est supérieur au marché national. Ça veut dire quoi? Il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée et même le fellah, il va donc tirer profit. Il va pas travailler à perte. Voilà, si le marché il va faire actuellement gagner. au niveau national. Il va gagner et faire gagner des devises. S'il est au marché national au niveau de 0,60 centimes d'euros, il peut le vendre à 3 euros à l'extérieur. Et là, ça va ramener justement une valeur ajoutée positive pour le fellah via donc l'exportateur. Donc ça ouvre des perspectives nouvelles pour les agriculteurs. C'est l'exportation, c'est le même principe pour les agribricots et certains fruits de saison. Oui, monsieur Ali Benassi. Concernant l'objectif de 13 milliards, quand on examine ce qui a été fait jusqu'à ce jour, il est intimement lié à l'investissement dont vous avez parlé. Et il est clair que... Toshali, à Oran, par exemple. Oui, on était importateur. En 2017, on a importé jusqu'à 7 milliards de dollars. On est devenu donc excédentaire, on exporte 950 millions de dollars. Avec l'objectif pour l'entreprise d'atteindre les 1,5 milliard de dollars pour cette année. Si on a exporté 8 millions, 10 millions, je vous dis, on peut exporter 20 millions de tonnes de clinker. Entre clinker et produits finis, on peut 20 millions. Il faut maintenant les capacités donc de charge. Il faut attirer les investissements, c'est impératif. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est intimement lié. Le président, il a dit, venez investir dans notre pays, nous sommes un pays attractif. Mais administrativement, il y a encore des verrous. Bien sûr qu'il y a des... Parce qu'on n'est pas habitué à... Quand on détient une autorisation, on détient un pouvoir. On détient un pouvoir, donc ça ne plaît pas à des gens que ça soit libre, tout simplement. Et certains que ça ne leur plaît pas. Il faut que ça passe par eux, il faut qu'ils disent que c'est nous donc, qui commandons ces choses-là. Mais c'est très très important. C'est le code des investissements, il est bon. Mais s'il ne l'implique pas dans sa plénitude, il ne sera pas bon. Donc, la construction de l'attractivité d'un pays, c'est nous. Nous ne sommes pas les seuls sur la planète. On a une position géostratégique, on a un potentiel, on a des ressources humaines. Il appartient de les valoriser et de les vendre au plus fort prix. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, bien sûr, avec la rigidité de l'administration, c'est un commentaire que je vais vous demander, monsieur Ali Bey Nasri, on pourrait peut-être envisager ou penser à des complicités avec des partis adverses à l'Algérie qui ne souhaiteraient pas voir l'Algérie atteindre l'émergence, puisqu'on a vu certains rapports aujourd'hui qui sont classés comme étant des rapports secrets, parlent un peu des banques de certains pays, notamment les banques françaises, qui disent le contraire de ce qui se produit en Algérie et arrive à dire n'investissez pas, la législation reste toujours aussi rigide malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup bien sûr de nouveautés qui ont été introduites. Quel est votre commentaire justement? Est-ce qu'on peut considérer que cette administration par moment peut profiter à certains lobbies qui veulent voir l'Algérie rester dans la situation actuelle? Ils n'ont pas compris
qu'il y avait un avant 2020 et un après 2020. Ça veut dire quoi? Que le monde a changé. Qu'il y a eu un changement dans le logiciel en Algérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Qu'on a tiré les leçons du Covid aussi. Ça veut dire aussi qu'il y avait toutes les raisons pour le dire avant. Le 51-49, la 40, l'instabilité des textes était une condition très importante pour que les gens refusent de venir en Algérie. On ne vient pas dans un pays où on change des textes tous les jours, comme on veut, et à n'importe quelle condition. Mais le président a donné des garanties pour une fixation des lois sur 10 ans. On a pris en charge les insuffisances du passé, et il faut qu'ils comprennent qu'il y a un changement. Maintenant, c'est à nous de dire que c'est le code des investissements, on tient à l'appliquer. La preuve, c'est que l'ancrage, il est au niveau de la primature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on élève donc le niveau décisionnel. Ça, c'est important. Et il faut maintenant déterminer quels sont les secteurs sur lesquels on va investir. Alors, et on est jaloux de notre souveraineté et très attaché aussi à notre hymne national. Monsieur Ali Benasri, je voudrais revenir sur cet aspect-là. Il faut aller aussi vers la dépénalisation de l'acte d'exportation, impérativement. Parce que exporter, c'est aussi prendre des risques. Oui. Et les risques doivent être mesurés dans le sens positif comme négatif. On ne peut pas anticiper sur la criminalisation d'un opérateur économique. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de bafouer le principe de la présomption d'innocence. C'est justement, c'est matérialisé par l'article 2 de l'ordonnance 0301 qui dit que toute bonne foi ne saurait être retenue. Il n'y a pas plus que ça. La première des conditions pour aller vers 13 milliards, la première condition pour encourager les entreprises qui ont peur de ça, il faut dépénaliser. Quand on parle de dépénalisation, c'est quoi? C'est tout simplement, on a un outil qui est la CAGEX. Il faut donc que la CAGEX soit au niveau des textes consacrée comme étant une protection des exportateurs algériens. Il faudrait que l'observation de la réglementation d'échange soit supprimée et il faut faire une différence entre la fuite des capitaux, le blanchiment d'argent et l'exportation. Il faut aussi fixer donc des niveaux et avoir au niveau de on a participé, moi-même j'ai participé aux 30 propositions qui ont été présentées au niveau du président de la République par le président du CREA. Il a été proposé à ce que, justement, qu'il y ait des amendes. Mais pas qu'on ait. Il faut mettre à l'abri, notamment les primo-exportateurs des produits agricoles. Ils ne maîtrisent pas, ils ont cette volonté d'aller à l'export, mais ils ne maîtrisent pas. Je pense qu'il faut les rassurer. La suppression donc de la bonne foi ne saurait être retenue. Il faut la supprimer. L'ancrage juridique de la CAGEX au niveau des textes doit être consacré. Il faut une conférence nationale sur la question de l'exportation impérativement dans le contexte géopolitique actuel, parce que nous avons vu que nous avons des potentialités, mais on peine à les mettre sur le marché, même le marché africain, monsieur Ali Benasri, puisque je l'ai dit déjà, nous ne sommes pas seuls sur le marché africain, et c'est les marchés les plus compétitifs. À la seule condition que cette conférence soit placée au haut niveau. C'est-à-dire qu'on sous l'égide du président de la République. Sous l'égide du président de la République. Et la politique extérieure, c'est le président de la République, qu'elle soit politique ou qu'elle soit économique. On l'a vu lors du forum de Saint-Pétersbourg. C'est pas par manque de propositions. Il est clair. Et je vous cite un exemple. L'industrie pharmaceutique algérienne a atteint actuellement une dimension qui lui permet d'avoir toutes les prétentions pour aller à l'export. C'est devenu un géant au niveau africain. Mais cette industrie ne pourra pas exporter. Ne pourra pas exporter tout simplement pourquoi? Parce que la réglementation d'échange ne veut pas donc accorder de la devise pour faire l'enregistrement, c'est une obligation, pour faire l'AMM, l'autorisation mise sur le marché, qui est une condition, le retrait de ce qu'on appelle des produits périmés, qui est une condition. La réglementation d'échange, malheureusement, n'est pas en phase
avec les standards internationaux pour permettre la prise en charge de cette contrainte. Et pourtant, la loi sur la monnaie et le crédit a été adoptée. Il y a même les entreprises algériennes qui exportent, qui ont des difficultés aussi à ouvrir des bureaux de liaison qui les représenteraient au niveau de certains pays, puisque notre objectif, c'est un peu la Mauritanie, qui la voit pour bien sûr l'Afrique de l'Ouest. Vous avez aussi le Sénégal, certains pays où nous devons être fortement présents aujourd'hui, Monsieur Ali Bey Nasri. C'est clair, c'est impératif. Ce que vous dites, c'est impératif. Ouvrir un bureau de liaison parce que... Ils n'ont pas l'autorisation de le faire. Et ils n'ont pas l'autorisation de le faire parce que pourquoi? Parce que la réglementation d'échange, notamment le règlement 1404, qu'est-ce qu'il dit? Investissement et ou ouverture de bureau de représentation. Ça veut dire quoi? Un bureau de représentation qui n'a pas un caractère commercial est mis dans les mêmes conditions qu'un investissement de 100 millions de dollars. Ça n'a rien à voir. Et c'est impératif. Il faut qu'on aille. Cela s'apparente aussi à transfert illicite de l'argent. Le président de la République, quand il a donné instruction au PDG de SAFEX pour s'installer dans ces 3 pays, c'est pourquoi, c'est justement dans cette direction, nous on voudrait ce qui a été fait avec la SAFEX, au moins au niveau des bureaux de liaison, qu'on le fasse et qu'il y ait bien sûr un suivi, un contrôle, mais on a besoin au moins de ça, au moins. Alors, que contient aujourd'hui, bien sûr, que contiennent les 30 propositions du CREA qui ont été, bien sûr, transmises aux plus hautes autorités, le président de la République? Monsieur Ali Bey Nasri, rapidement sur la question de l'auditeur. Eh bien, les 30 propositions ont été inspirées justement par le monde de l'export, c'est-à-dire des exportateurs, le monde industriel, et aussi par la stratégie nationale des exportations. Donc, elle a proposé tout ce qu'il fallait pour aller justement dans le sens de l'augmentation du volume des exportations. Malheureusement, ça n'a pas... Il y a certains points, on attend justement l'augmentation d'échanges. Si le président de la République, si vous permettez, a donné instruction pour les banques, c'est fait. Pour la logistique, c'est fait. Il a aussi dit un mot, il a dit que pour les exportateurs, on est prêt à aller au-delà des 20%. Parce que mais malheureusement, on a fait le contraire. L'instruction 06-2021, je l'ai dit, je l'ai décriée, elle a fermé le champ. Actuellement, au niveau du ministère du Commerce, on travaille sur ces aspects-là. Également, M. Ali Bey Nasri, puisque nous savons que Zitouni était à la tête de la SAFEX et il connaît les contraintes liées à l'axe d'exportation. Absolument. Ça, il connaît très très bien le fait d'avoir la vocation un peu de la SAFEX, c'est un peu l'exportation. Il a la connaissance de tout ça. Il a fait face donc à toutes les difficultés que nous connaissons. Mais ce que je dis, c'est très important de se pencher sur cet aspect-là. Il faudrait que la réglementation d'échange change. Alors, par rapport justement à cet axe d'importation et par rapport à ces objectifs qui sont tracés aujourd'hui, notre volonté d'atteindre les 13 milliards de dollars, l'entreprise doit aussi s'adapter en conséquence, Monsieur Ali Bey Nasri, par exemple, la décarbonisation de nos produits, puisque sinon nous serons confrontés à des problèmes liés à la législation d'outre-mer, du côté de l'Occident. Vous avez aussi les normes par rapport à la compétitivité, par rapport à la qualité des produits, par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire l'identité des produits. C'est important de se mettre aussi aux normes par rapport à ces questions, parce que sans ces règles, on ne peut pas pénétrer des marchés. C'est clair. Maintenant, même les marchés africains sont très regardants sur la question parce que des normes. C'est pas les règles phytosanitaires. Nous aussi, on fixe des règles par rapport à l'importation, par exemple, du cheptel et de la viande. La décarbonisation, c'est une directive des instances onusiennes. Ce n'est pas donc propre. L'Europe a un peu devancé. Donc, on institue un taxe carbone à l'intérieur de l'Europe et les producteurs, c'est-à-dire les cimentiers, les gens qui sont dans le domaine, ont mis la pression pour que tous les produits qui viennent des pays comme nous, on leur applique aussi une taxe carbone. Maintenant, c'est à nous de prendre en charge cet aspect-là. Je pense que le ministère concerné a pris en charge notamment les cimentiers qui ont une dimension quand même assez importante, ont pris en charge cette préoccupation. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, le fret maritime et aérien, il faut accélérer la cadence de l'investissement, puisque l'investissement dans le domaine du fret aérien et maritime pour le privé est ouvert. Monsieur Ali Bey Nasri. Ouvert au national et aussi aux étrangers. C'est clair.
Concernant l'investissement s'ouvre à tout. Le maritime, c'est vrai que l'export, on est dans le début, parce que le problème dans l'export, notamment vers les destinations africaines, c'est qu'il n'y a pas une adéquation entre l'offre mise en vente, en quelque sorte, entre parenthèses, par la CNAN et la demande. Et parce le coût que du fret aussi à l'international. La demande est en deçà actuellement. Même si la tendance a baissé. Elle est en demande. Mais ce que je dis... Le coût du fret aussi. Mettons à l'abri d'abord nos approvisionnements. Le volume uniquement sur les produits essentiels, c'est de 16 à 17 millions de tonnes. Hein? Donc, de 16 à 17 millions de tonnes, beaucoup de navires étrangers donc participent à l'approvisionnement dans notre pays. Commençons par ça. Concernant l'exportation, c'est vrai, il faudrait donc une coordination, il faudrait monter en volume pour que la CNAN, d'après mes informations, le ministère des Transports est actuellement a mis actuellement à disposition donc des exportateurs le volume. Il y a des réunions de coordination entre le ministère du Commerce, le ministère des Transports et le ministère de l'Industrie pour évaluer justement ce volume et mettre à disposition. Pour la première fois, je peux dire que le ministère des Transports et à travers lui, donc la CNAN, sont à la disposition des exportateurs pour dire nous on est là. L'aérien, même principe également, M. Ali Benasri. L'aérien, il y a un problème parce qu'il y a insuffisamment, la flotte est très insuffisante. Le type d'avion aussi n'est pas en adéquation donc avec... Il faut des avions cargo. Bien sûr, il faut aller de gros volumes, hein, c'est pas avec un 630 de 17 tonnes qu'on pourra aller. Maintenant, il faudrait que donc les grandes destinations, il faut même avec vous avez des avions comme les Airbus où ils ont des capacités de saut de fret de 20 tonnes. Hein. Mais nos entreprises ont-elles les moyens aujourd'hui d'exporter de grosses quantités tout en assurant bien sûr les besoins du marché également, Monsieur Ali Benasri? Nous avons tous les produits de l'importation qui sont dans notre pays aussi, à nous d'aller vers l'exportation. Oui, tout exporter aussi. Mais justement, on revient à ça. Qu'est-ce qu'on exporte? Qu'est-ce qu'on peut exporter? Quel est le potentiel? Il faut de la visibilité des chiffres et des statistiques. Je dis, dans l'exportation, il faut construire l'architecture de l'exportation. Nous sommes devenus un acteur. Je vous cite les fertilisants. Nous avons exporté en 2022 4 milliards de dollars. Nous sommes en train de devenir un acteur principal dans le monde en termes de fertilisants. Maintenant, concernant les autres produits, le ciment, nous étions invisibles. Maintenant, nous commençons à compter, du moins sur le continent africain, nous commençons à prendre des parts très importantes. Le carburant pourrait exporter puisqu'on va atteindre des niveaux importants de production également avec toutes les raffineries existantes. Je vous dis, si on avait les capacités de chargement, on peut aller jusqu'à 15-20 millions de tonnes de ciment. C'est énorme. Donc nous commençons dans certaines filières à avoir un poids. Et la date, il faut la préserver également puisque c'est... La date, maintenant il y a un problème, la date. Les ministères du Commerce connaissent le problème. Nous sommes sur une exportation d'un volume de 80 000 tonnes. Il faut savoir aussi qu'il y a au moins 50-60 000 tonnes qui partent vers le sud en matière de troc. Ça, il faut aussi le souligner. Donc, il y a une problématique. La date doit être interdite pour le troc. Voilà. Concernant la date, oui, on peut faire plus. Nous sommes à 80 millions, 90 millions. Je vous garantis, si prenons en charge les problèmes, on peut aller très facilement à 250 millions de dollars. On est classé 3e, on pourrait devenir facilement premier exportateur de date. Monsieur Ali Benasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à demain. Merci à vous.